Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Alors, pour comprendre les naines blanches, on va d'abord parler de la matière dégénérée. Alors, la matière dégénérée est composée de particules et dans la nature, on rencontre deux catégories de particules. Il y a d'abord celles qu'on appelle les fermions, du nom de Fermi, qui sont les neutrons, les protons, les électrons, les neutrinos, c'est beaucoup d'autres particules. Et de l'autre, il y a les bosons, du nom du physicien indien Bose. Et c'est par exemple les photons. Alors, typiquement, les fermions sont les particules qui composent la matière, comme neutrons, protons, électrons. Les comportements collectifs d'un ensemble de particules est très particulier. Les fermions et les bosons se comportent de manière très différente. Ici, nous allons nous concentrer sur les fermions dans la mesure où c'est eux qui composent la matière. Notons d'ailleurs que lorsqu'on a un assemblage de fermions, une particule composite, son caractère est donné par le nombre de fermions. Si le nombre de fermions est impair, alors l'ensemble est un fermion. S'il est pair, alors c'est un boson. Par exemple, une molécule, un atome d'hydrogène, composé d'un proton et d'un électron, se comporte comme un boson. La mécanique quantique relativiste permet de démontrer un principe qui s'appelle le principe d'exclusion de Pauli. Celui-ci dit que deux fermions identiques, par exemple deux électrons, ne peuvent pas être dans le même état quantique. C'est-à-dire même position, même vitesse, même énergie et même état de spin. Le spin étant en quelque sorte la rotation de la particule sur elle-même. Ou plutôt, elle dit qu'un tel état où deux fermions seraient dans le même état, formeraient un état unique, un tel état n'existe pas. Il n'y a pas de force particulière qui empêcherait les particules de se mettre dans le même état. Simplement, ce même état, ça n'existe pas. Mais bon, ça revient au même. On peut très bien faire comme si une force quantique empêchait les particules de se mettre dans le même état. Ça facilite souvent les raisonnements. La mécanique quantique nous dit aussi que les grandeurs sont quantifiées. Du moins, dans la plupart des situations, les grandeurs ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Par exemple, si on met une particule dans une boîte ou dans un environnement clos quelconque, par exemple dans une main blanche, alors la particule ne peut avoir que certaines positions, certaines vitesses. Ceci est d'ailleurs analogue au comportement des ondes, comme les ondes sonores, et c'est les phénomènes d'ondes stationnaires. Ainsi, par exemple, dans une flûte, les vibrations de l'air dans la flûte ne peuvent former que certaines ondes stationnaires qui correspondent aux notes que l'on peut jouer. Il en est de même ici. Et donc, pour une énergie donnée, une certaine énergie maximale donnée, le nombre d'états possibles est en nombre fini. Il n'est pas infini. Un exemple très simple, c'est l'électron autour d'un atome. L'énergie de ces électrons est quantifiée, donc ils sont attirés par le proton, par le noyau. L'énergie des électrons sont quantifiées, ne peuvent pas être quelconques. Et c'est d'ailleurs le fait que ces énergies soient quantifiées et des valeurs précises qui explique le spectre bien particulier d'un atome donné, dont je vous ai parlé. Et le principe d'exclusion fait que les électrons ne peuvent pas se mettre n'importe comment. Si on a un noyau, on peut mettre un électron tout près, dans l'état dit de base, celui d'énergie minimale. On peut en mettre un deuxième. En fait, il ne sera pas dans le même état parce que l'électron a un spin. Et donc, il peut être dans deux états de spin possibles, ce qui donne la place pour y mettre deux électrons. Mais si on veut en mettre un troisième, on ne peut plus le mettre là, parce qu'il aurait le même état, forcément, qu'un des deux autres électrons. Même niveau d'énergie, et le spin d'au moins un des deux autres. Et donc, on doit le mettre plus loin. Et les électrons se remplissent ainsi
en s'éloignant du noyau. Ce qui donne la structure au nuage électronique qui est autour du noyau et qui explique les phénomènes tels que les propriétés chimiques des atomes. Dans une étoile, les atomes sont ionisés, les électrons et les protons se baladent et là aussi, ils vont être soumis à cette quantification et au principe d'exclusion. Bien sûr, plus il y a de place, plus il y a d'états. Alors, voyons un diagramme. On va en faire deux. L'énergie. Supposons une situation où il y a beaucoup de place disponible et donc beaucoup d'états disponibles. Dans ce cas-là, les énergies possibles seront très nombreuses. Si on a des particules, alors la quantification est d'autant plus importante que les particules sont légères. Ce sont donc surtout les électrons qui vont être concernés. Les protons, étant très massifs, ont plus d'états disponibles. Donc les électrons, ici, dans tous ces états, ils vont se disposer un peu n'importe où. Ils ont toute la place nécessaire parce qu'il y a plein d'états disponibles. C'est ce qui se passe dans le Soleil. Le Soleil est grand, son noyau est grand. Les électrons peuvent se mettre un peu dans toutes sortes d'états, n'importe quel. Ils ont peu de contraintes. Ils se comportent d'ailleurs pratiquement comme s'ils étaient des particules classiques. Si maintenant il y a beaucoup moins de place, alors la théorie dit qu'il y a beaucoup moins d'états possibles. Peu d'états possibles. Et les électrons n'auront d'autre choix que d'occuper toute la place possible. Parce qu'il n'y a pas d'autre état possible. Et ils ne peuvent se mettre qu'à 2 par état. Pour les 2 états de spin. Ainsi, si la matière est très comprimée, extrêmement comprimée, très compacte, il n'y a plus beaucoup de place, il n'y a plus beaucoup d'états, et donc les électrons vont devoir se bousculer pour occuper toutes les places possibles. Cela a des conséquences. D'abord, tous les états sont occupés. Et on appelle un tel état de la matière dégénérée. De plus, les fermions qui sont ici vont avoir une énergie beaucoup plus grande que s'il y avait beaucoup d'états disponibles. Donc il y aura des fermions dans les états les plus énergétiques qui auront beaucoup d'énergie et une très grande vitesse. Enfin, puisque tous les états sont occupés, les changements d'état sont presque impossibles. Un électron ne peut pas changer d'état, il n'y a pas de place. Seuls les états les plus élevés permettront à des électrons de se mettre dans un état un peu plus excité. Autre chose, conséquence, la densité est très grande, puisque tout est tassé. Les électrons s'entassent au maximum dans les états, la matière est très comprimée, donc la densité est très grande. J'ai dit que les fermions du dessus avaient une énergie grande, une grande vitesse, et donc cela correspond à une température élevée. C'est pourquoi dans une naine blanche, la température de surface est d'environ 10 millions de degrés, alors que la température du Soleil n'est que de 6000 degrés. Les changements d'état étant presque impossibles, la matière dégénérée absorbe très peu les ondes électromagnétiques. Une onde électromagnétique qui serait absorbée par un électron implique un changement d'état. Dans une matière normale, l'électron va simplement monter d'un état, occuper un autre état disponible. Mais ici, les états sont tous occupés. Et donc les électrons absorbent peu les ondes électromagnétiques. Seuls les électrons les plus énergétiques peuvent en absorber. Et en fait, ils ont une grande vitesse, ils se déplacent pratiquement librement. En fait, comme les électrons d'un métal. Et donc, eux interagissent très bien avec les ondes électromagnétiques, mais ne les absorbent pas, ils ont déjà une énergie énorme. Et ils vont se comporter simplement en diffusant la lumière, et la surface d'une naine blanche va se comporter pratiquement comme un miroir. Dans tous les cas,
Cela implique que la naine blanche est un très mauvais corps noir. Pour les mêmes raisons, l'énergie émise, malgré qu'il est à 10 millions de degrés, l'énergie émise est très faible, beaucoup plus faible qu'une étoile normale. Les naines blanches sont très pâles. Et donc, elle perd peu d'énergie et sa température va baisser, mais très doucement. La vitesse très rapide de ces électrons sur les niveaux les plus hauts implique aussi que la surface d'une naine blanche est un très bon conducteur électrique et aussi un très bon conducteur de chaleur. Les électrons transportent facilement la chaleur à grande vitesse. Et cela signifie que la température à la surface d'une naine blanche est très uniforme. Notons qu'un état dégénéré est très semblable à un corps ordinaire qu'on refroidit au zéro absolu. Parce qu'au zéro absolu, il n'y a presque plus d'énergie, et donc toutes les particules vont avoir tendance à se mettre dans les états les plus bas, et tous les occuper, un peu comme ici. Sauf que les énergies sont beaucoup plus faibles. Et donc, chose étonnante, quand on fait l'étude physique d'une naine blanche, on peut considérer qu'on est au zéro absolu, alors qu'en fait la surface est à 10 millions de degrés. Faire l'approximation zéro marche très bien, ce qui est assez étonnant. Et la surface d'une naine blanche se comporte presque, ou à peu près, comme un supraconducteur. Nous avons là maintenant à peu près toutes les caractéristiques d'une naine blanche. C'est un objet très compact, sa taille est de quelques milliers de kilomètres, grosso modo la taille de la Terre, mais la masse d'une étoile. Donc très très dense. Sa température est élevée et très uniforme. Elle brille peu et se refroidit très doucement. Du fait que tous les états sont occupés et qu'elle est extrêmement compacte, l'intérieur de l'étoile de la naine blanche est particulièrement rigide. L'intérieur d'une naine blanche est cristallin, cristallisé. Alors qu'à la surface, les électrons pouvant s'y déplacer à grande vitesse librement, la surface est plutôt fluide, sous une fine couche. En surface, on trouve surtout de l'hydrogène et de l'hélium, les électrons, alors que l'intérieur, cristallisé, c'est plutôt du carbone, qui est la fin de vie typique pour une étoile qui devient une naine blanche. Du fait de cette énorme rigidité, il n'y a pas de convection, et donc la séparation des éléments se fait essentiellement avec le poids. Les atomes les plus lourds descendant au cœur de la naine blanche, les plus légers restant au-dessus. D'où cette structure hydrogène-hélium et une étoile de carbone. Et du fait que la couche supérieure est essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium, quand on regarde le spectre d'une naine blanche, on constate surtout de l'hydrogène. Très peu de traces d'autres éléments. Notons que, du fait qu'elles sont peu lumineuses, les naines blanches sont invisibles à l'œil nu. Quand vous regardez un ciel étoilé, dans toutes les étoiles que vous voyez, aucune n'est une naine blanche. Il a fallu le 19e siècle pour les découvrir. Au 19e siècle, l'observation précise de Sirius, qui était pas très difficile dans la mesure où c'est la plus brillante, et parce qu'elle n'est pas très loin, à une dizaine d'années-lumière, on a pu mesurer au 19e siècle avec les télescopes que Sirius bougeait. Elle ne pouvait osciller comme ça que si un corps massif tournait autour, perturbant sa position. Donc en fait, la naine blanche tourne autour de Sirius, et Sirius tourne aussi en même temps. C'est une étoile double. On découvrit en mesurant ces perturbations que le corps massif en question devait faire exactement 1,05 masse solaire, à peu près une masse solaire. C'est en 1864 que ce compagnon de Sirius, appelé Sirius B, fut observé. Avec un télescope, on observa cette naine blanche, pas l'œil nu, mais avec un télescope.
Le diamètre de cette naine blanche est de 24 000 km. Mais la nature physique de la naine blanche ne fut comprise que plus tard, avec la mécanique quantique qui permettait d'expliquer les propriétés de la matière d'une naine blanche. Et donc, ce n'est qu'en 1924 que Eddington en donna une description physique cohérente. Notons qu'elles sont peu visibles, donc il peut y en avoir beaucoup. Et effectivement, dans notre Voie lactée, dans notre galaxie, 3% des étoiles sont des naines blanches. Elles sont donc assez nombreuses. Revenons sur la masse limite, la masse de Chandrasekhar. On peut le comprendre assez aisément maintenant. Tous les fermions étant tassés, occupant tous les états disponibles, la matière ainsi obtenue est pratiquement incompressible. Et donc, quand on essaye de la comprimer, elle exerce une pression qui l'empêche. On l'appelle pression de Fermi. Et cette pression de Fermi suffit à équilibrer le poids de la naine blanche, qui fait environ une masse solaire, et donc elle reste en équilibre. Si on a 2 fois plus de fermions, alors cela double la pression. Donc, si la masse augmente, la pression de Fermi augmente, la vitesse des particules augmente, mais on atteint une limite. Et la limite, c'est la vitesse de la lumière. À 1,4 masse solaire, la vitesse des électrons les plus énergétiques devient proche de la vitesse de la lumière. Mais il y a une limite, c'est la limite de la relativité restreinte. Et plus on va entasser de fermions, plus ils vont aller vite, mais sans jamais dépasser cette vitesse. Ils vont s'approcher de la vitesse de la lumière sans jamais la dépasser. Et de fait, proche de cette vitesse, il y a beaucoup d'états disponibles. Et donc, quand on va augmenter la masse, à cause de cette vitesse limite, la pression de Fermi va plafonner. Elle va atteindre une limite. Et il arrive donc un moment, une limite critique, la masse de Chandrasekhar, où le poids de l'étoile dépasse la pression de Fermi. Et donc à ce moment-là, son caractère incompressible n'est plus possible et elle s'écrase sous son propre poids. Elle se contracte. Alors que se passe-t-il? Parce que tous les états sont occupés. Les fermions ne peuvent pas se mettre dans le même état. Donc comment peut-elle se comprimer? Et simplement parce qu'il y a un autre phénomène qui se produit. La matière de la naine blanche, c'est les électrons, mais c'est aussi les protons. Ceux de l'hydrogène, ceux du carbone. Et donc les protons et les électrons vont se fusionner pour donner des neutrons. Phénomène que nous avons souvent évoqué. C'est la seule manière de gagner de la place. Parce qu'on passe de 2 particules à une seule, ce qui fait gagner considérablement le nombre de places possibles pour ces particules, et donc le nombre d'états possibles. Et donc l'étoile, là, peut, en effet, se ratatiner. Et ça, on atteint alors l'état dit d'étoile à neutrons. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous étudierons les étoiles à neutrons. Je vous remercie.